Dans le dos de la jeune fille, on entendit un grognement méprisant. Marchand se fit entendre dans son sillage. Les autres, au contraire, ne prêtaient pas la moindre attention à Catherine. Maintenant, elle ne signifiait plus rien. À présent, elle serait probablement renvoyée. La jeune fille nous est arrivée nue, commenta rageusement le roi de France. À l'automne 1534, le destin de la jeune Catherine de Médicis est en suspens. Le père mourant regarde à peine sa fille qui vient de naître. Le duc Laurent de Médicis est en train de disparaître sous ses yeux. Un an auparavant, il avait épousé une charmante Française, Madeleine de la Tour, dont il était tombé éperdument amoureux, mais il n'avait pas eu le temps de profiter du bonheur familial. La fille unique du couple, Catherine Maria Romula, naît le 13 avril 1519. La mère, épuisée, ordonne le baptême immédiat de la petite fille, et 2 semaines plus tard, elle monte au ciel. Le mari aimant de Madeleine ferme les yeux pour toujours le 4 mai de la même année. Le bébé du berceau a perdu ses 2 parents alors qu'il n'avait pas encore 1 mois. La petite orpheline a été transportée à Rome, où elle a été confiée à des membres de sa famille. Tante Clarisse, la sœur de son père, devient une véritable mère pour Catherine. Dans une grande maison cossue, les voix des enfants résonnaient et la petite fille avait toujours quelqu'un avec qui jouer. Mais lorsque Clément VII, de la maison des Médicis, accède au trône papal, la vie de la petite fille change à nouveau radicalement. Le pape voulait que Catherine retourne à Florence, qu'elle vive dans le palais de sa famille et qu'elle jouisse de tout le luxe que lui conférait sa position. Il avait de grands projets pour cette jeune fille. Elle lui a peut-être sauvé la vie. En mai 1527, les troupes de Charles Quint atteignent Rome et mettent la ville à sac. Clément VII réussit miraculeusement à se rendre au château du Saint-Ange et s'y enferme. Ce qui fut fait dans la ville par des mercenaires, fut ensuite raconté avec horreur dans toutes les terres italiennes. Catherine tremble de peur dans son palais, elle craint qu'un jour il ne l'atteigne. La situation était si troublée que sa tante la plaça dans un couvent. Les murs sacrés étant considérés comme plus fiables que les murs du palais, Catherine a mené le mode de vie d'une vraie nonne pendant 3 années entières, alors que le monde était en proie à des tempêtes. La seule personne proche de Catherine, tante Clarisse, meurt en 1528. Pendant ce temps, à Florence, la situation se réchauffe. La peste et la famine sont arrivées, une crise politique s'est ajoutée, et les sujets en colère de Catherine sont prêts à la blâmer pour tout. Les menaces fusent quotidiennement sous les murs du couvent. L'orpheline aurait dû se réfugier au plus vite dans un nouveau lieu sûr. Catherine fut transportée au couvent de Sainte-Lucie, mais elle faillit être malmenée en chemin. Ce n'est qu'un an plus tard, lorsque les choses se sont calmées, que Catherine a été autorisée à s'installer à Rome. Mais la jeune fille était tellement effrayée par les événements de Florence qu'elle se réveillait la nuit en hurlant, si bien que Catherine se vit attribuer un médecin. Peu à peu, la peur disparut. Elle avait déjà atteint l'âge du mariage, 12 ans, mais elle était encore très petite et fragile. L'ambassadeur vénitien note qu'elle n'a pas de traits gracieux, mais que ses yeux sont perçants, ce qui est caractéristique de la famille Médicis. Néanmoins, Catherine est déjà en quête d'un mari. L'envoyé du roi de France François Ier est venu à Rome pour discuter du mariage de la jeune fille avec le 2e fils du souverain, Henri d'Orléans. En guise de dot pour Catherine, ils étaient prêts à donner les villes de Parme, Plaisance, Reggio, Modène et plusieurs autres. En outre, le pape Clément promit d'aider les Français à reprendre Gênes et Milan. Les époux veulent 130 000 écus d'or en guise de dot, et ainsi de suite. Le souverain pontife n'y voit aucun inconvénient. C'est le mariage du siècle. Pour la petite duchesse de la famille Médicis, on a préparé des tenues luxueuses, cousues selon la dernière mode. Les chaussures de Catherine sont montées sur de charmants talons, comme on n'en avait jamais vu en France. Pour elle, on a préparé des meubles magnifiques,
dont un immense lit sous un baldaquin noir et rouge, d'une valeur de 20 000 écus. Et quels incroyables bijoux, des éclats de perles, dont 3 grosses perles étonnantes qui valaient tout un royaume, des émeraudes du pape, des diamants énormes, des saphirs. Le 1er septembre 1533, Catherine assiste à une fête d'adieu à Florence. Elle doit maintenant se rendre à Marseille. Là, on démolit tout un pâté de maisons pour construire un palais provisoire en bois pour la fête. Catherine entre dans la ville le 23 octobre. Elle était merveilleusement en selle, elle portait une robe de soie dorée et des bouquets de bijoux. La foule pousse des cris de ravissement. Ce n'est pas une fille, c'est une véritable divinité. Et quel était son entourage? Des gardes au sabre bien affûtés, 12 demoiselles d'honneur habillées, dont une mauresque et 2 Turcs éclatants. Le pape lui-même bénit l'union. Catherine aime bien le marié. Elle ne l'a vu que sur le portrait, mais elle est forcée d'admettre que l'original est sans égal. Il est vrai que le marié était beaucoup plus beau que son beau-père, en satin blanc et avec des bijoux partout, même dans les cheveux. Après la cérémonie de mariage et le festin, Catherine fut conduite dans la chambre à coucher de la reine de France, Aliénor, et le roi beau-père resta dans le cabinet. Il voulait s'assurer par lui-même que tout s'était bien passé. La jeune mariée est couverte de couleurs. Les fêtes se poursuivent. Catherine est au centre des événements, mais en septembre 1534 meurt Clément VII. La dot de la duchesse d'Orléans n'est alors pas payée. La jeune fille est arrivée nue, dit le roi François Ier avec colère. Il y aura un divorce, murmure Théon à la cour. Catherine de Médicis sans famille influente et sans argent n'était pas nécessaire. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.